Ma cousine m'a faussement accusé d'agression sexuelle. Aujourd'hui, après presque 10 ans de silence, ma famille recommence enfin à me contacter. J'ai grandi dans ce qu'on pourrait appeler un foyer parfaitement normal. Mes parents travaillaient beaucoup, mais ils prenaient toujours soin de moi et de mes 3 grandes sœurs. On n'était pas une famille très soudée, mais il n'y avait jamais eu de véritables problèmes non plus. C'était pareil du côté de la famille élargie. Ils vivaient tous à quelques heures de route, mais on se voyait pour les vacances d'été ou à Noël, et tout se passait bien. Avec le temps, naturellement, chacun a suivi son chemin et on s'est un peu perdu de vue. J'ai aujourd'hui 31 ans. En 2014, j'avais 22 ans et j'étais à l'université. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère qui a complètement bouleversé ma vie. Je me souviens que je n'ai même pas décroché tout de suite. J'étais en pleine partie de jeux vidéo avec des amis. Mais elle a rappelé immédiatement après. Dans ma famille, c'était une règle non écrite. Si quelqu'un appelle 2 fois de suite, c'est grave. Du genre, quelqu'un est mort grave. Alors j'ai décroché. Je me suis excusé auprès de mes amis et j'ai répondu. À l'autre bout du fil, c'était le chaos. Des voix qui se disputaient, des cris. Puis quand ma mère a compris que j'avais décroché, elle a fermé une porte, s'est isolée et a commencé à pleurer. Je lui ai simplement demandé ce qui se passait. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose à avouer à propos de eux. Et c'est ma cousine, du côté maternel. Elle avait 15 ans à l'époque, 7 ans de moins que moi. Ça faisait déjà plusieurs années que je ne l'avais même pas vue. J'ai répondu non, évidemment. J'ai demandé de quoi elle parlait. Mais elle a éclaté en sanglots et s'est mise à m'accuser d'avoir agressé eux quand on était enfant. Eux auraient confié tout ça à une de mes sœurs, qui l'aurait raconté à ma mère et à ma tante. Selon ce qu'eux leur avaient dit, quand elle avait 9 ans et que j'en avais 16, elle jouait dans ma chambre et je serais entré pour la toucher sous ses vêtements et l'embrasser. Ma mère hurlait au téléphone, me suppliait de dire quelque chose, mais je n'arrivais même pas à parler. C'était tellement absurde que j'ai cru à une mauvaise blague. Je me souviens avoir dit que ce n'était pas vrai, qu'eux mentaient. Mais ma mère continuait, eux avaient décrit la scène en détail. Où, comment, tout. Puis elle a répété, encore et encore, « Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» Et moi je hurlais à mon tour, « Non !» à chaque fois. Finalement, elle m'a mis sur haut-parleur. Mes parents m'ont dit ensemble qu'ils ne voulaient plus jamais entendre parler de moi et qu'il ne fallait plus jamais que je les contacte. 2 de mes sœurs m'ont envoyé un message plus tard dans la journée. Elles disaient, en gros, que j'étais écœurant, puis elles m'ont bloqué. C'est étrange, mais après cet appel, je suis allé prendre une longue douche. Je ne sais toujours pas pourquoi. Une fois calmé, j'ai commencé à appeler tout le monde, à envoyer des messages, même à eux. Personne ne répondait. Ceux qui n'avaient pas encore bloqué mon numéro l'ont fait très vite. Le seul message que j'ai reçu venait de mon père. Il disait simplement de ne plus jamais les contacter, qu'ils avaient besoin de temps pour guérir. Cela fait 9 ans. 9 années sans un mot de ma famille. Dire que ça m'a détruit serait un euphémisme. J'ai vécu comme dans le brouillard pendant des semaines. Je ne mangeais presque plus. Et en plus, tout ça est arrivé juste avant ma soutenance de mémoire de licence. Une période déjà ultra stressante. Heureusement, mon binôme de projet a senti que quelque chose n'allait pas. Il a pris les devants pendant la soutenance, me laissant les parties les plus faciles. Sans lui, j'aurais sûrement échoué. Évidemment, personne n'est venu à ma remise de diplôme. C'est là que la pire période de ma vie a commencé. Pendant 1 an, j'ai vécu avec la peur constante de voir la police débarquer chez moi pour m'arrêter, pour un crime que je n'ai jamais commis. Je ne trouvais pas de travail, je survivais grâce à mes économies. Je buvais beaucoup. Je prenais de l'oxycodone. Je devenais amer, violent. La seule raison pour laquelle je n'ai blessé personne, c'est qu'il n'y avait personne autour de moi. Une fois, mon voisin a appelé les flics contre moi, après que j'ai brisé un verre. Mais j'ai réussi à convaincre les agents que je l'avais juste laissé tomber. Ils sont repartis, puisqu'il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. Au lieu de dormir, je passais mes nuits à réfléchir à comment blesser eux, et faire en sorte que personne ne découvre jamais rien. J'allais même jusqu'à imaginer comment commettre les actes qu'elle m'avait faussement reprochés. En pire, je sais, ce n'est pas glorieux. J'en ai pas honte. J'en suis carrément dégoûté. C'est à la fin de 2015 que j'ai décroché mon premier vrai boulot dans mon domaine. À partir de là, les choses ont commencé à s'améliorer. Je me suis plongé dans le travail, ça me donnait une routine, quelque chose de normal à quoi me raccrocher. La guérison a été lente, mais j'ai bu moins. J'ai souri un peu plus. Je vivais modestement et je gagnais bien ma vie. Alors je me faisais un point d'honneur d'acheter un beau cadeau pour mes anniversaires. Un casque de réalité virtuelle, une moto, des Legos, ce genre de trucs. Et l'an dernier, j'ai enfin quitté mon appart miteux pour acheter une petite maison. C'était un vieux rêve à moi, avoir mon propre garage, un petit jardin à entretenir. Ça m'a redonné un vrai coup de boost. Aujourd'hui, ma vie est correcte. J'ai encore des problèmes. Ça fait plusieurs années que je prends des antidépresseurs. Ça aide, oui, mais pas de la manière qu'on espère. Ça n'apporte pas la joie. Ça efface juste les pensées sombres pour les remplacer par du vide. Ma confiance en autrui est quasi inexistante. J'ai tenté de sortir avec des gens, mais je n'ai eu que 2 rencarts avec 2 femmes différentes. Et franchement,
c'est difficile d'avoir une conversation normale quand ça compte vraiment. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire à une partenaire potentielle quand elle me demanderait de parler de ma famille? Oh, tu sais, ils m'ont accusé d'un crime atroce et on ne se parle plus. Mais je te jure que j'ai rien fait. Dans mon domaine, il y a très peu de femmes. Alors la seule à qui je parle vraiment, c'est ma psy, et je l'aime bien elle. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de ma mère. Ça m'a semblé irréel. J'avais peur de l'ouvrir, alors je suis resté des heures à fixer la notification sans oser cliquer. Puis hier, un deuxième message est arrivé. En résumé, ça disait « Bonjour, mon prénom. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu nous manques et on aimerait savoir comment tu vas. » Elle enchaînait avec un long texte sur mes sœurs, sur mes neveux et nièces qui grandissent. Je ne savais même pas que j'étais devenu oncle. Sache que nous t'aimons et que nous t'aimerons toujours. Avec amour, maman et papa. Le second message disait « Bonjour, mon prénom. On comprendra si tu ne veux pas nous parler après ce qui s'est passé. Mais s'il te plaît, écoute-nous. Le mois dernier, on a reparlé de toi pendant un repas de famille. Et pendant la conversation, a minimisé tout ce qui s'était soi-disant passé. C'était tellement étrange qu'elle a fini par admettre qu'il ne s'était rien passé, qu'elle avait probablement juste rêvé tout ça. On était tous sous le choc. La dernière fois qu'on s'est parlé, on voulait la protéger et on a fait ce qu'on pensait être le mieux. On sait que ça n'excuse en rien la manière dont tu as été traité. Ce qu'eux a fait était mal et on est tous en colère contre elle. On a contacté toutes les personnes à qui on avait parlé et on leur a dit la vérité. On veut tous te reparler. Tes sœurs aimeraient que tu rencontres leur famille. Si tu en trouves la force, écris-nous. Et si tu peux nous pardonner, avec amour, maman et papa. Voilà, c'est là que j'en suis. Je n'ai pas répondu, mais ils savent sûrement que j'ai vu les messages. Pour être honnête, je bouillonne. Tous ces souvenirs pourris remontent à la surface. J'ai aucune envie de leur pardonner. Et je ne me fais pas confiance pour rester calme si je les revoyais maintenant. Une partie de moi a envie d'appeler ma famille et de tout leur balancer à la figure, de les noyer sous la culpabilité, jusqu'à ce qu'ils touchent le fond comme moi, puis de passer ma vie à rendre celle de ma cousine aussi misérable que possible. Et puis, il y a l'autre partie, celle qui veut juste les ignorer, continuer ma petite vie moyenne avec ma moto et mon jardin pour me tenir compagnie. Je n'ai pas d'amis. Les seules personnes à qui je parle, ce sont mes collègues et encore, on n'est pas proches. J'ai appelé le cabinet de ma psy. Ils m'ont dit qu'elle était en vacances et qu'elle ne reviendrait pas avant plusieurs semaines. Et je ne veux parler à personne d'autre qu'à elle. Il ne reste donc que des inconnus sur Internet. Alors, s'il vous plaît, que faire maintenant? Est-ce que je les ignore et je continue ma vie comme si de rien n'était? Ou est-ce que je réponds? Et si je réponds, que pourrais-je bien écrire? Je suis presque certain qu'une rencontre en personne serait une mauvaise idée pour un avenir prévisible. Mais je ne vois même pas en quoi ma vie pourrait s'améliorer en reprenant ces vieux fils à peine rapiécés. Aussi ridicule que cela puisse paraître, j'ai longtemps rêvé du jour où il s'excuserait, où il se jetterait à mes pieds pour implorer mon pardon. Mais recevoir un simple message, c'est devenu si insignifiant à côté de ce que j'avais imaginé. Environ une semaine après que ma famille m'a envoyé ces messages, elle aussi m'a contacté. Un long texte d'excuses. Quand je l'ai lu, je n'en croyais pas mes yeux. Elle parlait de troubles mentaux, de combats qu'elle menait depuis des années, comme une justification, une explication bancale pour ce qu'elle m'a fait. Elle disait qu'elle avait besoin d'aide et que ses parents l'accompagnaient dans ce processus. Pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Parce que toute ma vie, j'ai connu eux comme une fille lumineuse, rayonnante, jusqu'à ce jour maudit de 2014. Son message entier sonnait comme une litanie d'excuses pour camoufler ses actes, et pour finir, une excuse expédiée, aussi brève qu'insincère. Mon plan initial, c'était de continuer ma vie lentement, en essayant de l'améliorer un peu chaque jour. Mais ce message, il m'a fait exploser. J'ai senti une rage brute monter en moi, une envie furieuse de lui répondre avec les mots les plus cruels que je pouvais trouver. Au final, voilà ce que je lui ai envoyé. Tu crois que tes problèmes mentaux sont graves? Essaye donc d'être arraché à ta famille, banni comme un pestiféré pendant 10 ans, alors que tu étais à peine en train d'apprendre à devenir adulte. Tu verras à quel point les vrais problèmes mentaux peuvent détruire une vie. Je suis encore en train de ramasser les morceaux, de faire face à tout ça. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que celle qui a ruiné ma vie vienne me balancer des excuses creuses. Les autres membres de ma famille ont peut-être été tenus dans l'ombre, mais toi, tu savais. Tu savais depuis le début. Et pas une seule fois tu t'es dit que tu devrais parler? Tu réalises la chance que tu as que je ne me sois pas ôté la vie? Mes parents, mes frères et sœurs, peut-être que c'est autre chose. Mais toi, jamais je ne pourrais te pardonner pour les dégâts irréparables que tu as causés à ma vie et à mes relations. Va pourrir en enfer et ne me contacte plus jamais.
Mais je sais qu'elle a lu. Les accusés de lecture me l'ont confirmé. Peut-être qu'elle a compris le message. La bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi répondu à mes parents. Rien de très intense par écrit, parce qu'on a eu toute la vraie conversation au téléphone. Entendre leur voix, c'était étrange. Autrefois, ces voix, c'était la maison, la sécurité. Mais après tout ce qui s'est passé, c'était autre chose. Au début, je les détestais. Ces voix, je les entendais encore me crier dessus pour des choses que je n'avais même pas faites. La conversation a duré entre 3 et 4 heures. C'était difficile pour moi comme pour eux, j'imagine. Mais c'était aussi la discussion la plus honnête, la plus productive que j'ai jamais eue avec eux. J'avais peur que ce soit encore une litanie d'excuses, comme avec eux. Mais à ma grande surprise, ils ne se sont pas défilés. Ils se sont excusés encore et encore, en admettant tout ce qu'ils avaient mal fait. Ils m'ont dit que ça les rongeait depuis toutes ces années, et que maintenant que la vérité est sortie, ils ne savent même plus comment vivre avec ça. Le moment le plus dur, c'est quand je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas cru. Pourquoi ils avaient choisi de croire une nièce plutôt que leur propre fils. Ils m'ont dit qu'ils avaient terriblement lutté avec ça, mais que ce que leur avait dit semblait si crédible qu'ils s'étaient sentis sans choix. Je leur ai répondu que, même s'ils avaient décidé de couper les ponts, ils auraient au moins pu essayer de m'aider. Mais ils m'avaient laissé seul, sans rien. Ils ont reconnu. Ils ont dit que c'était ce qui leur faisait le plus mal. Après 1 ou 2 ans, ils avaient voulu me recontacter, essayer de comprendre, mais ils ont cru que, vu le genre de personne que j'étais, je refuserais de leur parler et que ça empirerait encore les choses. Là, je me suis un peu emporté. Parce que sérieusement, quel genre de personne j'étais? Ce que je suis, avant tout, c'est votre fils. Et ça devrait passer en premier, quoi qu'il arrive. À la fin, on est tombé d'accord pour rester en contact. Je n'irai pas les voir de sitôt. Ça non. Mais c'est un début. Même si une part de moi continue de nourrir une profonde rancœur à leur égard, j'ai le sentiment que les choses peuvent s'améliorer. Et c'est pour ça que je ressens, malgré tout, une forme de bonheur. Depuis ce coup de fil, on reprend doucement contact, on se donne des nouvelles, et les conversations commencent lentement à retrouver un semblant de normalité. Peut-être qu'un jour, j'irai les voir. Mais je ne sais ni quand, ni comment cela se passera. Comment suis-je censé serrer dans mes bras, dire bonjour aux personnes qui m'ont jeté hors de leur vie? Une cousine m'a faussement accusé d'agression, et voilà que ma famille me recontacte, après presque 10 années de silence. Voici la dernière partie de mon histoire. Salut à tous! J'ai une nouvelle mise à jour concernant toute cette affaire avec eux et les accusations. Cela fait maintenant environ 4 à 5 mois depuis la dernière fois que j'ai donné des nouvelles, et cette fois, j'ai plutôt de bonnes choses à partager. Pour commencer, beaucoup de gens m'ont conseillé de poursuivre eux en justice. Et même si je suis d'accord pour dire que ce qu'elle a fait est impardonnable, monstrueux même, je ne pense pas que ça mènerait à quelque chose de bon. Cela fait maintenant 10 années que cette histoire me ronge, et tout ce que je veux, c'est tourner la page. Un procès me coûterait des milliers d'euros que je n'ai tout simplement pas. Sans compter que dans un coin de ma tête, je me dis aussi qu'elle, de son côté, n'a jamais porté l'affaire devant un tribunal. Je sais que ce n'est pas une excuse valable, mais cette pensée persiste. Je suis toujours en contact avec mes parents, et vous n'allez pas me croire, mais je leur ai rendu visite il y a environ 1 semaine. Ils ont eu aussi coupé tout lien avec eux. Et quelque part, le fait qu'elle soit aujourd'hui mise à l'écart, isolée, me semble être une forme de justice en soi, une sorte de châtiment, à défaut d'un procès. Et je suis bien placé pour savoir ce que ça fait. Ma visite chez mes parents s'est bien passée. Je n'ai pas encore revu le reste de la famille, je préfère que les choses se fassent progressivement. Mais on s'est retrouvés autour d'un bon dîner, bien sûr. La dernière fois, je disais ne pas savoir comment se passerait le moment des retrouvailles. Comment étais-je censé saluer ceux qui ont brisé ma vie? Eh bien, c'était moins terrible que je ne l'imaginais. Je pensais que la haine me consumerait, mais en les voyant, j'ai ressenti un certain soulagement. Est-ce étrange? Peut-être que c'était simplement parce que leur présence me donnait l'illusion que tout pouvait redevenir comme avant. Je ne les ai pas serrés dans mes bras tout de suite. On a d'abord eu une conversation difficile, presque brutale. Je ne voulais pas les accabler, mais il fallait qu'ils comprennent pleinement l'ampleur de la douleur qu'ils m'avaient infligée. À un moment, ma mère s'est mise à pleurer. Quand j'ai parlé en détail de mes heures les plus sombres, ils ont reconnu qu'ils ne pourront jamais réparer ce qui a été brisé, mais m'ont dit qu'ils espèrent malgré tout un avenir plus lumineux. Ils ont même évoqué la possibilité que je rentre pour Noël, pour revoir tout le monde. J'ai répondu que je prenais les choses à mon rythme, mais que je n'excluais pas cette idée. Même si une part de moi est encore tiraillée, la haine s'estompe doucement. Et dans l'ensemble, je me sens comme une meilleure personne. Je pense que ce poids m'a écrasé pendant toutes ces 10 années,
Maintenant que je suis enfin libéré du jugement, je respire à nouveau. J'ai même commencé à fréquenter quelqu'un, une fille formidable. On prend notre temps, mais ça devient peu à peu sérieux. La vie s'améliore. Qui sait ce que les 10 prochaines années me réservent? Mais pour la première fois, depuis très très longtemps, j'ai l'impression d'avancer. À tous ceux qui lisent ceci, servez-vous de mon histoire. Pour vos propres blessures, vos rancunes, vos douleurs, les choses finissent par s'arranger, même s'il faut attendre 10 ans.